d'énergie, la chose la plus importante à se rendre compte, et c'est pas toujours facile d'accepter ça, c'est qu'on est à une étape assez critique au niveau, au niveau planétaire même. Et c'est toujours difficile de croire qu'on est à une étape critique. Les crises se multiplient à une vitesse folle. On nous parle de la grippe H1N1, etc. Donc, encore une autre crise qui devrait nous arriver, et puis on ne sait jamais si ça va être vrai. Mais dans ce cas-ci, tous les indices le montrent. On s'apprête à vivre une crise énergétique importante. J'en avais parlé il y a quelques mois. Je ne reviendrai pas là-dessus en détail. Deux choses, par exemple. Le Québec importe toute son énergie fossile. Ça veut dire que quand les prix augmentent, c'est autant d'argent qui sort directement du pays. Donc, l'an dernier, il est sorti à peu près 12-13 milliards de dollars. Donc, essentiellement, le déficit de la balance commerciale du Québec l'an dernier était équivalent à l'argent qu'on a dépensé pour acheter des combustibles fossiles. Et ça, c'était 3 fois plus que ce qu'on avait dépensé il y a 4 ans plus tôt à peu près, au moment où le pétrole était à des niveaux, à son niveau historique d'à peu près 20-25 $ le baril. Donc, chaque fois que le pétrole augmente, c'est donc un appauvrissement direct au niveau du Québec. Et ça, je pense qu'on soit ou non convaincu qu'on arrive vraiment à une crise énergétique importante, on doit tous reconnaître qu'aujourd'hui, le prix de l'énergie est à peu près 3 fois plus cher qu'il était historiquement depuis 100 ans et que ça a un impact direct d'un point de vue économique. On doit aussi, et ça, c'est toujours plus difficile, mais toutes les études indiquent qu'on arrive à une étape cruciale où, en fait, on n'arrivera pas à produire assez de pétrole pour satisfaire à la demande mondiale actuelle. Ça veut donc dire que les gens vont se battre pour le pétrole et que les prix vont augmenter. Première étape. Deuxième étape qui touche l'énergie, c'est la question de la lutte au changement climatique. Il y a beaucoup de choses qui se passent présentement et ça implique, donc, si on veut éviter un accroissement du CO2, il va falloir absolument délaisser les combustibles fossiles et se tourner vers d'autres sources d'énergie, des sources d'énergie renouvelables. Donc, un petit peu le but des 3 panélistes ce matin, c'est de présenter le Québec 2025. Où est-ce qu'on pourrait aller en termes d'énergie renouvelable? Donc, ma présentation va se limiter à présenter un petit peu la situation au Québec actuelle, vraiment là, en une acétate, et ensuite présenter ce qui se fait un peu ailleurs, présentement montrer qu'il y a des gens qui bougent ailleurs, et puis pour la question prospective, je vais laisser ça à mes collègues ici qui sont bien équipés pour le faire. Donc, une des choses qu'il faut savoir, c'est que le Québec, on est la société où la proportion des énergies renouvelables est la plus élevée dans le monde. Okay? Il n'y a personne d'autre qui s'approche. On le voit sur le graphique ici, en jaune. Près de 50 % de l'énergie utilisée au Québec est d'origine renouvelable. À 40 % grosso modo, c'est l'hydroélectricité, 10 % la biomasse. Il n'y a personne d'autre qui s'approche. La Suède, dont on parle souvent, et je vais parler tout à l'heure, est à 30 % d'énergie renouvelable seulement. 70 % c'est nucléaire et combustibles fossiles. C'est le cas du Danemark, de l'Allemagne, États-Unis, etc. Donc, le Québec, on est déjà dans une position absolument privilégiée au niveau mondial. Okay? Or, on ne semble pas vouloir utiliser ça comme un levier et profiter pour dire on va aller encore plus loin. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui bougent. En Ontario, l'Ontario a des problèmes du nucléaire, donc ils veulent se tourner vers des énergies vertes. Donc, ils veulent abandonner le chauffage, le charbon, par exemple, pour la production d'électricité et se tourner vers d'autres sources d'énergie. Ils doivent aussi gérer le nucléaire. Mais depuis quelques années, le gouvernement McGuinty pousse vraiment pour développer un plan vert qui viennent de mettre qui ont vraiment voté il y a à peu près 1 mois. Et ce plan vert-là est centré, grosso modo, en disant, nous, on ne choisit pas vraiment de technologie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter avec une prime l'électricité produite par des sources d'énergie renouvelables. Donc, grosso modo, si on achète de l'électricité produite par le solaire, c'est 50 sous le kilowattheure qu'on va payer. Si c'est l'éolien, on va payer 10 à 13 sous le kilowattheure, donc dépendamment de la taille de la production. Mais on veut vraiment essayer de pousser de ce côté-là. On pousse aussi du côté de l'efficacité énergétique. Et donc, il y a un plan qui favorise vraiment l'efficacité énergétique en forçant les gens, par exemple, à un moment où ils vendent une maison, à avoir un bilan énergétique de leur maison. Donc, essayer de rendre ça plus
clair pour que les gens puissent choisir en toute connaissance de cause ce qu'ils vont acheter en termes d'efficacité énergétique. Je dirais que malgré tout, l'Ontario fait figure de vouloir avancer. C'est pas clair qu'ils vont atteindre les cibles qu'ils veulent parce qu'ils ont des gros problèmes, entre autres parce que leur nucléaire vieillit et que le nucléaire coûte maintenant une fortune. Okay? Donc, ils pensaient payer 7 milliards pour 2 centrales nucléaires, 2 réacteurs. Les soumissions qui ont été reçues, c'est de 26, 27, 28 milliards de dollars. Donc, on s'aperçoit que le nucléaire est de moins en moins une option, et ce qui est un plus pour le Québec, si on veut. Du côté des États-Unis, ça fonctionne aussi, alors que nos 2 dernières campagnes électorales, provinciales, fédérales, on n'a pas dit un mot sur l'énergie. Le président Obama a maintenu le cap durant sa campagne électorale et aujourd'hui promet un plan ambitieux basé sur, en fait, une stratégie énergétique qui est de longue date. Les Américains se préoccupent de l'énergie depuis plus de 100 ans et on présente maintenant un programme multifacette centré, si on veut, sur la recherche et le développement. Encore une fois, je dois faire ça vite, là, c'est un peu plus compliqué que ça, mais sans efficacité énergétique, des programmes d'aide directe aux familles les moins riches pour l'efficacité énergétique, où on donne sans contrepartie jusqu'à 8 000 pour changer des fenêtres ou changer le système de chauffage, etc. Et aussi, on pousse beaucoup pour le développement et l'intégration d'énergies renouvelables dans le réseau électrique, qui est un défi important. Du côté de la Suède, et la Suède, c'est probablement le pays le plus intéressant pour nous parce que, en termes de climat, en termes de densité de population, en termes de population en général, ça ressemble beaucoup au Québec. La Suède a décidé d'agir il y a longtemps. Dès les années 1990, début des années 90, ils ont décidé d'imposer une taxe sur le carbone tout seuls, OK? Et malgré tout, leur économie a cru et ils ont vraiment réussi à diminuer de manière importante leur émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, la taxe sur le carbone en Suède équivaut à peu près à 40 sous le litre pour l'essence. Okay? Et donc, on voit qu'ils ont bougé sans avoir peur et ils ont réussi à avancer de manière importante. Une des choses, c'est que ça leur permet de développer un savoir-faire qu'ils vont être capables d'exporter. On subventionne massivement l'économie d'énergie et on a mis en place en Suède un plan très complexe et qui touche à peu près à toutes les facettes de la société, c'est-à-dire en termes d'économie d'énergie, de transport, d'aménagement urbain, d'efficacité énergétique, de changement d'habitude. Donc vraiment, on a réalisé que si on voulait diminuer notre consommation de combustibles fossiles, on ne pouvait pas éviter une remise en question générale de toutes nos habitudes. Et des choses, donc on investit aussi en recherche massivement là-bas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on vient d'annoncer qu'on développe un train nordique, un TGV, qui va être approprié pour des climats nordiques. Et on le développe avec qui? Avec Bombardier, donc en Suède. Alors, il y a une certaine ironie là-dedans, je dirais. Mais vraiment, on avance là-bas et on n'a pas peur de brasser la cage. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point changer des technologies, changer des habitudes, c'est difficile. Si on voulait que 50 des voitures achetées en 2020 soient hybrides, il faudrait qu'on ait une croissance de la vente des voitures hybrides de 40 par année, jusqu'en 2020. Une croissance de 40 ça veut dire une industrie qui croît à des taux extrêmement élevés qu'il est presque impossible de soutenir. Okay? Si on a une croissance de 30 de la vente des voitures hybrides, ce qui est quand même énorme, on arrivera seulement à 20 des voitures vendues, pas sur le parc, là, en 2020. Et c'est ça qui est important. On ne se rend pas compte à quel point changer des choses, ça implique des taux de changement majeurs si on veut avoir un impact à court terme. Or, en termes de pétrole, les prix vont augmenter. On arrive à des étapes charnières très, très bientôt et ça va faire mal. Et si on ne bouge pas rapidement, on va avoir des problèmes. Je pense qu'il faut absolument garder en tête que si on veut changer de manière à court terme, il faut faire ça à des taux extrêmement élevés. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent à ça présentement. Gaétan qui a publié un livre, « Vive après le pétrole », où il fait vraiment de la prospective jusqu'en 2100. La semaine dernière, il y a eu Équiterre qui a sorti un rapport pour un Québec libéré du pétrole en 2030. On n'a pas le droit d'utiliser le mot « indépendance énergétique ». Il y a des groupes
Maître chez nous qui poussent aussi là-dessus. Donc, je dirais que ces idées-là, ce pas des idées qui appartiennent à une personne en particulier. On voit que ça vient de plusieurs groupes. Il y a plusieurs façons d'aborder le problème. Puis c'est un peu ce qu'on espère entendre ici là, avec Gaétan et Patrick.